bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée cette fois aux réalisateurs. Voilà, je suis avec Arnaud et aujourd'hui on va parler de Martin Scorsese. Donc bonjour Arnaud. Bonjour Pierre. Voilà, donc Arnaud déjà, est-ce que tu pourrais me citer voilà, des films de Scorsese qui comptent vraiment beaucoup pour toi? Alors, donc d'abord, bon, c'est vrai qu'on a eu l'envie de parler de Martin Scorsese, en fait, grâce à l'actualité, grâce à la sortie de son dernier film, Le Loup de Wall Street. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait faire une émission sur Scorsese. C'est vrai que, bon, moi, pour parler franchement, j'ai un peu décroché de Scorsese sur les derniers films et notamment sur la partie Leonardo DiCaprio. Donc, après, bon, si on regarde attentivement la filmographie, il y a des films récents de Scorsese qui ont pu être intéressants pour moi, mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire que je suis quand même assez fan plutôt de la première partie de la carrière. Et on va en parler, on va dire pourquoi. Mais c'est vrai que ben, Taxi Driver, bon, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films de Scorsese. Et puis après, ben, c'est les films que j'aime bien, oui, ce sont les films autour de Taxi Driver, disons dans cette période-là, c'est-à-dire la période fin des années 60, années 70, éventuellement aussi le début des années 80. Voilà, on rentrera peut-être dans le détail un peu plus tout à l'heure, mais j'ai l'impression que pour moi, Taxi Driver est central dans cette période-là. Et toi, Pierre, alors, est-ce que tu es sous le charme de la dernière partie de la carrière aussi ou pas? Alors, je le suis pas énormément non plus, vu que bon, je pense qu'il y a eu quand même une perte depuis la période Caprio, mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, moi les films Scorsese, je l'ai découvert avec Les Affranchis, avec Casino, et bon, c'était pour moi le réalisateur un peu de mafia c'était un peu ce que j'aimais chez lui. J'ai découvert un peu plus tard. Notamment avec toi, j'ai découvert Alice n'est plus ici, par exemple. Puis j'ai découvert récemment, par exemple, des films comme Bertha Boxcar, et puis voilà, puis des films que voilà, que j'ai appris à apprécier seulement maintenant, donc par exemple After Hours et d'autres films comme ça. Donc c'est vrai que la première période de Scorsese est beaucoup plus intéressante que la dernière en fait. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors peut-être qu'il devient vieux, mais voilà. Je pense qu'on aura peut-être des éléments de réponse pendant l'émission. Voilà. Alors, par quoi va-t-on commencer justement cette émission, Pierre? Alors je pense qu'on va essayer de parler un peu du background de Martin Scorsese. Donc un petit peu, voilà, donc bon, il est né en 1942, il est né à Long Island. Euh, il avait il avait des soucis d'insertion dans la société, notamment parce qu'il est italo-américain et que les Italo-Américains à l'époque-là étaient pas hyper bien reconnus. C'était un peu voilà, euh, c'était les fils d'immigrés, donc voilà, ils sont pas, il n'a jamais eu vraiment beaucoup de reconnaissance. Et il faut ajouter à ça qu'il était asthmatique et donc du coup, bon, il pouvait pas s'intégrer non plus en sport, etc. Donc, ce qu'il faisait pendant les cours de sport, il allait au cinéma. Donc, voilà, il a développé un peu son amour du cinéma. Il a aussi développé pendant ces années-là, il a aussi développé son amour de la religion, hein, puisqu'il a essayé de devenir prêtre pendant son adolescence. Et en fait, c'est Elvis Presley et le rock and roll qui l'ont retiré du droit chemin, si je puis dire. Et donc, là, on va dire que le rock, la religion et un peu ses origines italo-américaines sont vraiment à la base de son cinéma, je pense. On pourra en reparler, on développera un petit peu plus tard. Donc, on entend beaucoup parler de lui pour ses courts-métrages, notamment The Big Shave, hein, que tu avais vu, Arnaud, et moi aussi. Et il fait son premier court-métrage, son premier long-métrage, Knocking at My Door, avec Harvey Keitel dans le rôle principal. Donc, il se lance un peu dans le cinéma et dans le long métrage, c'était grâce à John Cassavetes, et notamment son film Shadows. Donc,
John Cassavetes, voilà, il a un peu inventé les prémices un peu du crowdfunding. Alors je sais pas si on avait eu avant, mais ça a commencé vraiment là, puisque je sais pas si tu savais, mais Shadows en fait s'est démarré lors d'une émission de radio où Cassavetes était interviewé et où bah, il a dit qu'il voulait réaliser un film, mais pas avec les majors hollywoodiennes, donc il a invité tous les auditeurs à lui envoyer un dollar. Et avec les sous qu'il a trouvés, il a tourné Shadows. Voilà, et donc étant donné qu'il a joué avec des acteurs qui faisaient de l'impro dans un des cours qu'il donnait à New York, et donc c'est là qu'est né le film, puisque c'est né d'une improvisation de ses élèves. Et ça a changé un peu la manière de jouer, vu que c'était de l'impro, on ne pouvait pas mettre des marques au sol, c'était un truc que John Cassavetes détestait. C'était les marques au sol dans le cinéma hollywoodien pour que les acteurs se placent tout le temps bien. Et donc euh, là bah, du coup, là, c'était la caméra qui devait s'adapter. C'est donc de ce cinéma-là que Scorsese s'inspire un peu dans ses premiers films, notamment dans Who's Knocking at My Door. Et Mais voilà. j'ai l'impression que donc il faudrait quand même oui, rappeler que si on reprend les choses dans l'ordre, c'est vrai que euh, bon, il est né à Long Island. Il faut rappeler quand même que ça fait partie de New York, qu'il a grandi dans le Queens. Et je pense que c'est quand même important d'insister sur le fait que Martin Scorsese, c'est un des cinéastes les plus new-yorkais. Et ça, c'est déjà la base. C'est, je pense, pour comprendre que la plupart de ces films se passent à New York. Alors peut-être après, maintenant, c'est moins vrai, même si le Loup de Wall Street, ça revient un peu justement aux sources. Mais c'était moins le cas avec certains autres films comme Shutter Island. Mais c'est un cinéaste qui est typiquement new-yorkais. Voilà. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important à dire parce que, en fait, ce n'est pas typiquement un produit d'Hollywood. Martin Scorsese, c'est un produit de New York. Et en ça, il s'inscrit quand même dans un contexte new-yorkais où on retrouve des cinéastes attachés à New York, comme par exemple Woody Allen. Voilà. On pense à des cinéastes comme ça qui sont assez attachés à New York. Voilà. Et ensuite, donc il est fils d'immigrés, c'est vrai. Alors immigrés, donc les immigrés italiens, c'est une famille quand même qui est sicilienne. Donc c'est quand même, tu disais, tu parlais des problèmes d'asthme, tout ça, c'est vrai. Comme il pouvait pas trop faire de sport, etc., il allait souvent au cinéma. C'est quand même, sa famille l'emmenait souvent au cinéma. C'est comme ça aussi qu'il a découvert des films. Il a fait des documentaires où il raconte son enfance, comment il a découvert le cinéma italien, voyage dans le cinéma italien, voyage dans le cinéma ensuite américain. Et donc, ça c'est important quand même parce que il a été nourri de cinéma italien par sa famille. Sa famille lui a fait voir les grands classiques. Il raconte comment il a été bouleversé par Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Et donc c'est vrai que quel est le rapport avec le cinéma italien et Scorsese? C'est pas seulement les mafieux, c'est parce que le néoréalisme italien, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, etc., c'était des gens qui avaient envie de faire un nouveau cinéma. Et c'est vrai que Martin Scorsese est arrivé quand même à une période qu'on appelle le Nouvel Hollywood, où une nouvelle génération de cinéastes ont voulu faire un nouveau cinéma. Donc il est arrivé voilà, avec les cinéastes qu'on connaît du Nouvel Hollywood. Et donc on en arrive effectivement à ce que tu dis sur une nouvelle génération, y compris une nouvelle génération d'acteurs. Donc tu parlais d'Harvey Keitel. Alors peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire sur Harvey Keitel? Donc c'est un acteur qui a joué plusieurs fois avec Scorsese. Toi, qu'est-ce que tu retiens de la participation entre Scorsese et Harvey Keitel, Pierre? Bah, je trouve que bon, c'était un peu le héros des premiers films. C'était un peu le personnage bah, que jouera De Niro plus tard. Euh, bon, voilà. Donc, bah, Scorsese, il travaille beaucoup en famille, donc il tournait énormément avec lui. Et quand il n'avait pas un rôle principal, il avait un rôle secondaire. Il joue par exemple Judas dans la dernière tentation du Christ. Il joue pas mal de rôles. Voilà, c'est un des acteurs, qui s'est fait connaître avec Scorsese aussi. Et tout comme De Niro qui était déjà un peu plus connu, mais voilà, c'est vraiment des acteurs qui ont vraiment
voilà, ils ont décroché limite leur meilleur rôle. Après, bon, Harvey Keitel, voilà, bon, il explosera littéralement dans Bad Lieutenant, puis on le retrouvera chez Tarantino dans Reservoir Dogs, où il a aussi vraiment un bon rôle. Mais ouais, voilà, c'est un peu le premier acteur scorsésien, et voilà, je trouve que c'est un acteur important quand même d'aujourd'hui, et je pense que c'est notamment grâce à ses participations dans les films de Scorsese. Alors on peut peut-être rappeler que Harvey Keitel est un peu, il vient de la méthode un peu acteur studio que Scorsese raconte que sur certains tournages avec Harvey Keitel, justement, au bout d'un moment, il en avait un peu marre parce que Harvey Keitel, il lui demande sans arrêt des informations, enfin, il pose des questions sur le personnage qu'il doit jouer. Et en fait, Scorsese, parfois, ne pouvait pas répondre parce qu'il n'avait pas autant imaginé de choses sur le personnage qu'il avait créé. Et Harvey Keitel devait deviner lui-même. Mais c'est vrai que la méthode de l'acteur studio, enfin, c'est notamment d'essayer de tout savoir sur son personnage, sur son passé, sur tout ce qu'il a vécu, pour pouvoir, en fait, ben, se mettre complètement, s'immerger, en fait, complètement dans les personnages. Alors, donc, il a rencontré Harvey Keitel sur le premier long métrage, hein, tu l'as dit. Ensuite, quand est-ce qu'il rencontre De Niro alors? À quelle occasion est-ce qu'il commence à travailler avec De Niro? Bah, sur Mean Street, en fait. Donc c'est un peu alors c'est le premier, beaucoup considèrent Mean Street comme étant le premier long métrage de Scorsese. On va dire que c'est le premier long métrage euh, dont il, dont il est fier, on va dire. Parce que bon, une fois qu'il avait fait Who's Knocking at My Door, il avait donné une copie du film à Cassavetes, qui avait dit qu'il n'avait pas super aimé et qui lui proposait de tourner plutôt des trucs qui étaient plus personnels. Donc il écrit Mean Street et bon, il réussit à le financer, donc il trouve le moyen d'y mettre Robert De Niro dedans. Dans un petit rôle, alors Hervé Keitel en premier rôle et De Niro dans un second rôle. Dans un second rôle, c'est un peu ce rôle-là, c'est un rôle qu'on retrouvera bien souvent chez Scorsese, puisque c'est un peu, bon, ce sera notamment le personnage de Joe Pesci dans Casino, etc. C'est un peu le chien fou un peu du film. Voilà, mais donc c'est Mean Street, c'est la première collaboration. Et donc après, on va retrouver De Niro ben, dans plusieurs films, notamment ben, l'apothéose un peu, c'est Taxi Driver. Et ensuite, on le retrouve donc dans d'autres films comme Les Affranchis ou Casino. Les nerfs à vif, etc. Enfin, on peut citer pas mal la valse des pantins. Euh, Est-ce qu'on peut dire quelque chose, puisqu'on on parle des débuts de carrière, donc on parle de l'arrivée du nouvel Hollywood. Alors le nouvel Hollywood, donc c'est des nouveaux cinéastes, des nouvelles têtes, des nouveaux acteurs, des nouveaux réalisateurs qui viennent souvent en fait des écoles de cinéma et qui apportent un sang neuf dans le cinéma américain, qui vient un petit peu comment dire, faire une rupture avec le cinéma classique hollywoodien qui était là en vigueur jusqu'à la fin des années 50, début des années 60. Peut-être, Pierre, ce que tu pourrais nous dire, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'est-ce que tu, comment est-ce que tu vois Scorsese par rapport, par exemple, à d'autres cinéastes du Nouvel Hollywood, comme Brian De Palma, comme Coppola, comme George Lucas, comme Steven Spielberg? Est-ce que Scorsese a un style propre ou est-ce qu'on retrouve des points communs avec ces autres cinéastes, cette nouvelle génération? Alors, dans un certain sens, je trouve que oui, il y a un peu ce côté, on va dire, c'est une espèce d'envie de création. C'est un cinéma qui sort un petit peu du style du film hollywoodien standard. Euh, bon, après, le rapport avec les autres, je dirais aussi, par exemple, que Scorsese, il n'a pas eu énormément de succès avec ses premiers films, que ça soit Mean Street ou No Can At My Door, Bertha Boxcar. Et c'est à chaque fois c'est Coppola qui l'a mis sur des projets, c'est Brian De Palma qui l'a mis sur des projets, notamment Brian De Palma l'a mis sur Taxi Driver, donc voilà, c'est un peu les autres qui le poussaient un peu. Il a eu du mal à avoir une première reconnaissance en fait. Le, Scorsese et même quand il tournait Taxi Driver, il était persuadé que son film ne marcherait pas en fait et que il n'arrivait pas à faire voilà, un bon film pour le public en fait. C'était un petit peu le petit souci. Après, je sais pas, est-ce que tu vois est-ce que tu vois des points communs
entre tous ces réalisateurs du Nouvel Hollywood? Disons que moi, ce que je vois, c'est ce qui me frappe, par exemple, je vois dans Duel, par exemple, je vois la volonté de Spielberg, on a fait une émission dessus, de faire un cinéma petit budget et de faire un cinéma qui s'échappe un peu dans les grands espaces américains, qui profite en fait de la miniaturisation un peu du matériel pour aller tourner en extérieur, faire des road movies. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce point commun au début, parce que quand on regarde Bertha Boxcar, c'est un film qui est un peu un road movie. En fait, ils n'arrêtent pas quand même de progresser hein, dans le film. Euh, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est Alice n'est plus ici, c'est tout à fait un road movie. Et, euh, et après, dans une moindre mesure, Taxi Driver, en fait, il tourne en rond, Taxi Driver, mais il est quand même toujours en train de rouler partout. Et donc, c'est. Voilà, donc ça, c'est première chose. Oui. Première chose, voilà, c'est ce côté un peu soif de liberté, donc soif de sortir, en fait, d'échapper des studios hollywoodiens. Euh, et puis après, bon, bah, il y a les autres choses qui sont communes, c'est avec ces autres cinéastes, c'est en fait profiter de la chute un peu de la censure. Donc c'est vrai que profiter de la chute de la censure pour la violence, Scorsese est un cinéaste très violent. On voit d'ailleurs, il suffit de regarder hein, dans les euh, Taxi Driver, voilà, la fin est très très violente. Ensuite, il y a la libération au niveau de la censure, au niveau sexuel. Donc, on voit beaucoup de scènes crues, de nudité chez Scorsese dès les premiers films, notamment The Big Shave, le court métrage, ça c'est très cru. Euh, donc, ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui se rase devant la glace et en fait, ça saigne et c'est un court métrage qui est fait pendant la guerre du Vietnam. Donc, qui traduit justement le sang des Marines américains qui coule pour rien, de manière absurde, marque l'absurdité de la guerre du Vietnam. Et puis, euh, voilà, des scènes crues, donc des scènes crues de nudité dans Bertha Boxcar, voilà. Et c'est vrai que on voit par exemple, on parle des cinémas porno dans Taxi Driver, on parle beaucoup de drogue, forcément. Hein, dans ces films-là. Donc, il y a une grande libération en fait sur les thèmes abordés par rapport à la censure qui pouvait exister jusqu'à la fin des années 50. Donc, moi, c'est les thèmes que je vois un petit peu. Brian De Palma, on peut dire, est parti sur un autre registre parce que c'est un cinéaste qui est plus Hitchcockien. Alors que Scorsese, en fait, une des rares irruptions de Scorsese dans le milieu Hitchcockien, c'est Les Nerfs à vif mais sinon pas trop. Ensuite, George Lucas est parti avec Coppola, j'ai l'impression, dans d'autres directions. Hein, on avait fait une émission sur THX 1138, sur des directions qui n'intéressent pas trop Scorsese, en fait, comme la science-fiction. Hein, voilà. Et c'est vrai que Spielberg, après, bon, est parti dans plein de directions, mais c'est vrai que Spielberg, assez rapidement aussi, est parti dans des directions aussi, notamment de science-fiction ou de films d'aventure. Voilà. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai insisté sur New York tout à l'heure. J'ai l'impression que Scorsese est resté quand même assez souvent fidèle à un univers urbain, à des histoires qui se passent dans les rues de New York. Voilà. D'ailleurs, il avait co-réalisé avec Woody Allen et puis Coppola New York Stories, qui sont vraiment des histoires de New York. C'est vraiment pour. D'ailleurs, on peut. Scorsese et Coppola, ils se rejoignent sur pas mal de. Alors, le style d'histoire est pas le même, mais ils se rejoignent sur pas mal de points, en fait, dessus, sur le parler, sur le. Voilà, il y a énormément de scènes de dialogue dans Scorsese, comme il peut y en avoir dans Woody Allen. Et ils font tous les deux un cinéma assez très personnel, en fait. Il, euh, Là, quand on voit sur Who's Knocking at My Door, Mean Street, Taxi Driver, on a l'impression qu'à chaque fois il se raconte un petit peu lui-même en fait, comme pouvait le faire un peu Woody Allen, quoi. Puisqu'on vient de parler de Coppola, bon, c'est peut-être l'occasion pour nous d'être un petit peu incisif avec Scorsese quand même. Bon, c'est un cinéaste qu'on aime tous les deux, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui nous plaisent pas trop et que bon, c'est peut-être l'occasion à ce moment-là de le dire, puisque
je parle de Coppola parce que c'est vrai que je me disais récemment en revoyant Les Affranchis que le film a vieilli. Alors, c'est pas qu'il n'est pas regardable, on peut encore le regarder, on peut prendre encore du plaisir. Mais moi, ça me choque vraiment en fait par rapport au Parrain. En fait, le Parrain, je ne vois pas le Parrain vieillir. À chaque fois que je le revois, ça me paraît vraiment extraordinaire et j'ai l'impression qu'on ferait pas mieux aujourd'hui. Et quand je vois Les Affranchis, en fait, qui parlent quand même du même genre d'histoire globalement, même si c'est pas tout à fait la même histoire, mais je vois un film de gangster daté, je vois un film de gangster vieillot. Donc ça, c'est la première chose. Tu vas nous dire, Pierre, ce que tu en penses. Et puis, sur les choses qu'on peut reprocher à Scorsese, c'est par exemple, par exemple quand on vient de voir Le Loup de Wall Street, et c'est vrai que on a l'impression que en fait, Scorsese est un peu maintenant sur une mise en scène assez académique. Et en fait, c'est une espèce de tristesse parce que euh, finalement, c'est quelqu'un qui est venu avec le nouvel Hollywood, qui était censé apporter un vent de fraîcheur, de nouveauté. Et maintenant, en fait, on se rend compte que, comme Clint Eastwood, ce sont des cinéastes, en fait, qui n'arrivent plus à nous proposer de mise en scène nouvelle. C'est-à-dire que, bien sûr, ils essayent de trouver de nouvelles histoires, mais au niveau en fait, de l'inventivité des plans, par exemple, euh, il faut vraiment se lever de bonne heure dans le Loup de Wall Street pour trouver un plan ingénieux alors que quand on regarde Bertha Boxcar, eh bien, dans les débuts, c'est vrai qu'on a l'impression que toutes les 5 minutes, il y a une inventivité au niveau du montage, une inventivité au niveau du cadre, une inventivité au niveau du jeu de l'acteur, une fraîcheur, une justesse. Et voilà, donc c'est toutes ces choses-là un petit peu, moi, qui me gênent. C'est le côté plus d'inventivité maintenant, aujourd'hui, et puis aussi le côté daté, étrangement, exagérément daté des autres films anciens. Oui, c'est vrai que les films de Scorsese vieillissent moins bien que ceux de Coppola, par exemple, hein, tu citais Le Parrain pour Les Affranchis, et c'est vrai que, enfin, en comparaison aux Affranchis, c'est vrai que en fait, le problème de Scorsese, c'est que dans ses histoires, il met, il met énormément de temps sur tout ce qui est ambiance, et donc on se retrouve avec plein de scénettes qui finissent par, au bout d'un certain temps, l'histoire se perd un peu, ce qui fait que je trouve que c'est ça qui donne un peu ce côté un petit peu daté. C'est que on est moins à suivre une histoire que voilà, on est entièrement on est énormément sur l'ambiance du film et plus trop sur l'histoire en elle-même en fait. Ce qui fait que voilà, par exemple, pour citer une scène des Affranchis, c'est la scène où ils ont mis quelqu'un dans le coffre et puis ils vont chez les parents de Joe Pesci, et donc il y a toute une scène où d'ailleurs c'est la mère de Scorsese qui joue le rôle de la mère de Joe Pesci, et la mère de Scorsese va raconter une histoire dans le truc, et c'est des scènes en soi qui fonctionnent, mais je trouve que sur la durée on a plus le temps long que sur d'autres films, et du coup on voit tout le côté un petit peu vieillot qui ressort en fait. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Arnaud, mais moi je trouve que c'est vraiment là-dessus que ça vieillit. D'ailleurs, ces films qui vieillissent le moins, c'est ceux où l'histoire est la plus forte, et c'est ceux où il sort pas trop de son histoire en fait, où il y a vraiment une évolution à chaque fois des personnages. Voilà, c'est vrai que dans Bertha Boxcar, on suit l'itinéraire de cette femme avec les hommes qu'elle rencontre. Dans Alice n'est plus ici, on est pris vraiment dans le trajet. Elle veut enfin, elle veut changer de couple, elle veut changer de situation familiale. Donc elle est prise dans un itinéraire, on suit cet itinéraire. Dans Taxi Driver, il y a l'installation dans un nouveau métier, ensuite essayer de séduire une femme, et puis ensuite essayer de sauver une autre femme. Il y a tout un itinéraire. On pourrait continuer longtemps, comme ça, After Hours, l'itinéraire pour pouvoir rentrer chez lui. Mais après, il y a d'autres films où ça tourne en rond. Je trouve que voilà, dans Les Affranchis, par exemple, ça tourne en rond. Dans Casino, en quelque sorte, ça tourne aussi en rond, même si ce sont des films qui sont intéressants. Et on peut faire ce reproche-là sur pas mal de films de Scorsese, et jusqu'au Loup de Wall Street, où vraiment, là, ça tourne vraiment énormément en rond. On se répète terriblement le sexe, la drogue, etc., les soirées. Et donc ça, c'est quelque chose de problématique. Euh, ensuite, donc, moi, ce qui peut nous intéresser maintenant, c'est peut-être de parler, alors peut-être des collaborateurs. Scorsese est assez fidèle
à ses collaborateurs. Il a souvent gardé la même monteuse, les mêmes chefs opérateurs. Mais bizarrement, c'est pas toujours avec ceux-là qu'il a fait les meilleurs films. Je voyais par exemple dans Bertha Boxcar, c'est quand même, c'était un chef opérateur qui n'a plus repris après, et pourtant c'est peut-être un des meilleurs films au niveau des plans. Enfin bon, voilà, c'est assez surprenant. D'ailleurs, Euh, Thelma Schoonmaker a pas fait Bertha Boxcar, il me semble. non, elle l'a pas fait. Donc ouais, en fait, je m'étais fait un peu cette réflexion-là, c'est en voyant la filmographie de Thelma Schoonmaker, donc, qui a monté la plupart des films de Scorsese. Je me suis aperçu que voilà, voilà, parmi ces films, mes films préférés, donc Bertha Boxcar fait partie des films que je préfère, et finalement elle n'a pas officié dessus en fait. Et on peut dire, c'est d'autant plus étonnant qu'il y a des inventivités de montage vraiment dans Bertha Boxcar. Il y a des montages comme ça, un peu des jump cuts, des trucs qui sont un peu osés, hein, qui sont un peu originaux quand même pour l'époque, qui bousculent un peu. Enfin, alors évidemment, c'est pas totalement novateur puisqu'on sent bien un peu l'influence de la nouvelle vague, de Godard, avec comme ça un montage un peu brutal. Mais c'est vraiment, c'est quand même très, enfin, c'est très, je sais pas, c'est très fort, c'est assez, c'est nouveau, voilà, de la nouveauté. Et donc ça, un premier problème, c'est que est-ce que Scorsese ne s'est pas endormi avec une équipe stable, comme un peu le fait, j'insiste, hein, mais comme le fait un peu Clint Eastwood, est-ce qu'il s'est pas endormi? Voilà, malheureusement. Sur la dernière partie de la carrière, puisque c'est quand même aussi ce que les gens connaissent, bien la partie Leonardo DiCaprio, c'est vrai que bon, Scorsese a fait des choses très différentes, mais à chaque fois on est quand même un peu déçu. Par exemple, Les Infiltrés, on est forcément un peu déçu, je pense, surtout quand on connaît le film original. Mm. Ah bah oui, oui, totalement. D'ailleurs, bah, bon d'ailleurs, Les Infiltrés fait à peu près 2h30, et Infernal Affair, donc le film original, il fait 1h40. Ce qui fait qu'il y a 1 heure de film en plus, c'est pour raconter la même histoire en fait. Donc c'est bon, il y a des ajouts qui sont pas nécessairement mauvais, hein. Je dis pas qu'il faudrait suivre exactement la trame, mais ça montre bien qu'il a une tendance à s'apesantir sur l'ambiance qu'il y a. Donc là, c'était beaucoup l'univers un peu les Irlandais, etc. D'ailleurs, les Irlandais qui étaient aussi dans Gang of New York. Donc il y a un petit peu, voilà, il s'appesantit un petit peu trop sur l'ambiance, et au détriment un peu de l'histoire, ce qui fait que on a des scènes en soi qui fonctionnent, mais je trouve que c'est un film qui va vieillir beaucoup plus vite que le film original en fait. Et concernant Shutter Island, quel est le point négatif principal dans Shutter Island? Shutter Island, en fait, on sent que Scorsese, il ose pas avancer dans son histoire, parce que s'il avance dans son histoire, on découvre le poteau rose, on découvre le twist final. Donc du coup, il est à chaque fois il faut essayer d'avancer, mais pas trop. Alors, bon, là, étant donné ce qu'on dit sur Scorsese, qui est, au final, dilue une ambiance tout du long du film, mais n'avance pas trop dans son histoire, là, du coup, il avance encore moins que dans les autres films. Et moi, je trouve que c'était un film assez problématique, parce que le livre original bon, il est vachement bien. Il y a eu pas mal de films un peu dans le genre qui étaient sortis, qui sont vraiment excellents. C'est un peu sur l'univers un peu des fous, etc. Voilà. Et donc du coup, Disons ouais, que dans le domaine des films sur les fous, bon, il y en a plein, hein, Vol au-dessus d'un nid de coucou, tout ça, mais on pourrait recommander vraiment aux cinéphiles d'aller revoir Shock Corridor de ah Samuel oui, Fuller. ah bah oui, hein, Shock Corridor, qui est un de mes films de fous préférés en fait. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as fait découvrir, et donc ça m'a un petit peu, ouais, c'est vrai qu'il était vraiment excellent comme film. C'était vraiment, Si on termine sur Caprio, bon, euh, alors il y a quand même, donc il y a Aviator, mais peut-être qu'il est justement trop académique aussi. Alors ça, c'est un peu dommage parce que c'est pareil, ça manque aussi peut-être d'audace, peut-être de prise de risque. C'est un petit peu plan-plan quand même, Aviator. Gangs of New York, j'ai l'impression que dans Gangs of New York, on s'embarque dans une histoire qui est interminable. Enfin, le film est interminable. Moi, enfin, je sais pas, j'ai lâché prise avant la fin. J'ai regardé jusqu'au bout, mais moi, mon esprit n'était plus disponible au bout d'un moment. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi cette manie chez Scorsese, dans beaucoup de films, de faire un truc d'un film qui est interminable. bah disons que en fait,
je réfléchissais à ça pendant que tu parlais des films qui avaient mal vieilli, de ces histoires où ça pesante. On parlait de ça. Et j'ai la sensation que c'est souvent la deuxième partie du film qui est de trop. Dans Casino, c'est après qu'il y a eu l'attentat, donc que le De Niro, sa voiture explose et que, enfin, le premier plan du film qui est doublé au milieu du film là et qui relance une deuxième partie. Dans Les Affranchis, c'est le moment où Ray Liotta va tomber complètement dans la drogue. Voilà, c'est ces parties-là qui font qu'après le film est beaucoup trop long. C'est-à-dire qu'il finit une partie de son film et après, il faut qu'il continue encore, et il continue, mais nous, on a vu, là, enfin, on a vu ce qu'on pensait être la fin du film, et le fait que ça continue, je pense que c'est ça aussi qui donne ce côté un petit peu longuet à ces films, en fait. Et presque à tous ces films, en fait. Hein. Dire, dans la dernière tentation du Christ, justement, la dernière tentation, je trouve que c'est une partie qui est un peu longue, en fait. Je trouve que c'est vraiment très long, en fait. C'est le point noir du film, en fait. Je trouve que voilà, c'est le moment, c'est vraiment le moment où il a fini de raconter tout ce qu'il avait. Il continue encore il étire un petit peu la fin comme s'il voulait pas terminer le film en fait. Et c'est un peu dommage, je trouve. Alors justement, puisqu'on parle de, peut-être c'est une transition intéressante, puisqu'on parle de la dernière tentation du Christ, on pourrait voir dans beaucoup de films de Scorsese un univers un peu un itinéraire un peu christique. Alors bon, n'exagérons pas dans tous les films de Scorsese, mais quel est le rapport, Pierre, justement, entre cette trajectoire qu'on voit dans la dernière tentation du Christ, c'est-à-dire un personnage qui, en fait, à un moment donné de l'histoire, est tenté par quelque chose et qui va revenir ensuite dans le droit chemin. Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs? Il y a aussi l'idée que, en fait, il n'y a pas d'autre issue possible que de souffrir. Finalement, c'est ce que dit aussi la tentation du Christ, c'est-à-dire finalement on peut espérer avoir une vie normale, etc., et échapper à la souffrance, mais pour atteindre une espèce de tranquillité de pensée, pour atteindre une espèce de rédemption, il faut passer, ça va passer par la souffrance. Alors peut-être justement cet itinéraire qui est forcément marqué par la souffrance pour atteindre la paix, on le retrouve justement dans beaucoup de films de Scorsese, Pierre. Ah oui, bah énormément. Bah voilà, dans Taxi Driver, c'est un peu son désir de rédemption voulant sauver Jodie Foster voilà dans le Bertha Boxcar où tu as David Carradine voilà qui emprunte le mauvais chemin voilà pour pouvoir donner de l'argent aux ouvriers et voilà et d'ailleurs au final de Bertha Boxcar il va se faire crucifier donc c'est pour dire vraiment il y a un peu toujours ce côté-là il y a même dans le Loup de Wall Street, il faut qu'il passe par le mauvais chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir devenir quelqu'un. Enfin, il y a toujours un peu ce côté-là chez Scorsese. Dans Mean Street, il faut subir les bêtises de Robert De Niro. Harvey Keitel doit subir ces bêtises-là pour pouvoir avancer et s'en sortir. Voilà. Donc là, enfin, d'ailleurs, l'éternel sidekick, on va dire, du héros dans les films de Scorsese, ça me fait penser un peu au Judas qu'il y avait dans la dernière tentation du Christ, où à chaque fois, en fait, ils ont une relation entre les deux, c'est une espèce d'amour fraternel qu'il y a entre chaque personnage, entre le héros scorsésien puis son un peu son sidekick un peu fou, et c'est ce sidekick un peu fou qui va à chaque fois le mener à sa perte un petit peu, et donc voilà, dans la dernière tentation du Christ, c'est Harvey Keitel qui va le donner à Ponce Pilate. Bon, voilà, c'est un peu plus ambigu, mais c'est un peu souvent ça. Dans Casino, c'est à cause de Joe Pesci qui se passe tout ça. C'est à cause des dérapages des autres voilà, que, euh, que le sacrifice, enfin que le final a lieu, quoi, en fait. Et Donc, dans le Loup de Wall Street, c'est un peu pareil avec John le Hill. personnage de son adjoint, là, de son second, là, joué par John Hill. voilà. Donc et c'est parce à cause des incompétences de ce personnage-là que Leonardo DiCaprio, en fait, est aux prises après avec la justice. Enfin, c'est à cause de ça. Il est obligé de passer par là. Ouais.
Bon, After Hours, c'est vraiment un chemin de croix, là on peut le dire, hein. Pour pouvoir rentrer chez lui, c'est un chemin de croix. Et on a ça comme ça donc dans beaucoup de films de Scorsese. Euh, et alors c'est intéressant parce que tu as dit donc Scorsese, en fait, il a failli rentrer dans les ordres. En fait, il a été refusé parce qu'il était trop jeune. Bon, mais Scorsese, on le voit par exemple au début de Mean Streets, hein, dans ce que dit Harvey Keitel, c'est que c'est pas à l'église qu'on atteindra le salut en fait. On obtiendra son salut, c'est pas forcément avec la façon dont on parle à Dieu dans les églises, y compris protestantes ou catholiques. En fait, Scorsese est croyant, mais lui, pour lui, le salut passe par autre chose, une autre forme de sacrifice. En fait, en fait, Scorsese, je pense, pense qu'il y a un rapport direct avec Dieu et qu'en fait, le rapport direct avec Dieu ne doit pas forcément passer par des intermédiaires comme des prêtres, comme une église ou des choses comme ça. Dans les autres, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en évidence comme autre thématique qu'on a dans la filmographie de Scorsese, Pierre? Bah, il y a, bon, on va dire, bah, il y a la famille aussi. Alors ça, bon, ça vient un peu de ses origines un peu italiennes, hein, parce que bon, on va dire que ses parents jouent dans la plupart des films de Scorsese. À chaque fois un petit rôle, hein, sa mère joue énormément de rôles dedans, plus sa mère que son père. Bon, son père, c'est celui qui tue Joe Pesci dans Casino, il me semble. Euh, voilà, bon, il y a ça, bon, il y a le fait qu'il joue enfin, qu'il fait jouer presque tout le temps les mêmes rôles. Je veux dire, cette thèse de Niro, maintenant c'est Caprio, avant c'était Harvey Keitel. Voilà, il a un peu sa petite famille qui est toujours là et c'est toujours l'histoire d'une bande de potes. Je veux dire, même dans Who's Knocking at My Door, voilà, c'est une bande de potes. C'est entrecoupé des scènes où il est avec la fille qu'il essaye de draguer, qu'il essaye de découvrir. Et, mais il y a vraiment le côté bande de potes qui prédomine et un peu dans toute la filmographie de Scorsese. En fait, la bande de potes avec des liens limite fraternels en fait. Donc bah, dans Raging Bull, c'est les liens qu'il a avec son frère. Voilà, il y a toujours un peu ce côté-là. Mis à part dans Taxi Driver où le héros est vraiment seul quoi en fait et où il va chercher un peu une espèce d'amour fraternel avec Jodie Foster en fait. Il cherche pas à coucher avec Jodie Foster, c'est limite, il cherche à accomplir son rôle de grand frère, quoi, en fait. C'est le même rapport que Harvey Keitel avec Robert De Niro dans Mean Streets, hein. C'est un rapport en fait de grands frères ou parfois de parents, de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a les rapports familiaux ou une famille en fait reconstruite, quoi. C'est-à-dire soit la vraie famille, soit la famille qu'on se crée dans les rues en fait, hein. Voilà. D'ailleurs, bah, bon, pour reciter encore le Loup de Wall Street, quand il crée le Staten Oakmont, le Caprio, il fait appel à ses potes de quartier, en fait. Hein, ceux qui vendaient de la drogue et donc machin, etc. Donc c'est un peu dans le choix de Scorsese dans ses films. Parce que bon, énormément de ces films sont des biopics, sont des adaptations de bouquins, des remakes, mais à chaque fois on retrouve un petit peu ça, voilà, le thème de la famille dans Les Nerfs à vif aussi, voilà, c'est dans toute voilà, la dernière tentation du Christ, c'est lui puis les apôtres un peu qui sont un peu, voilà, ils sont en bande, voilà, ils se baladent dans le désert en bande quoi en fait. Donc il y a vraiment la famille, c'est vraiment un des points assez primordiaux de Scorsese dans ses films en fait. Alors donc on arrive à la dernière partie de cette émission. Donc peut-être on va dire encore un mot sur peut-être l'image de la femme donc, dans les films de Scorsese. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette représentation? Est-ce qu'il y a l'influence du personnage de la mère dans la famille italienne, tout ça? Ou qu'est-ce que tu en penses? Ah bah il y a totalement l'image de la mère dans la famille italienne. Je veux dire, c'est un des principaux. Voilà. En fait, il y a dans Who's Knocking at My Door, voilà, c'est Harvey Keitel qui explique qu'il y a deux styles de femmes. On va dire les femmes de petite vertu et les femmes qui sont des futures mères, quoi, en fait. D'ailleurs, bon, c'est un peu au centre du film Who's Knocking at My Door parce que la fille qui drague, en fait, donc il lui explique ça à un moment. Il lui explique, voilà, que
que ça, voilà, il y a en gros les prostituées et les femmes, voilà, les femmes destinées à devenir mères. Et c'est au moment où il s'aperçoit que la femme qu'il aime, qu'en fait, elle s'est faite violer, et donc du coup, en gros, elle a fait déjà le péché de la chair, et du coup, il veut plus la voir, en fait. Et voilà, donc dans les, voilà, et la femme chez Scorsese, c'est toujours un élément un petit peu problématique. Il a toujours un petit peu du mal à le placer. La Sharon Stone, c'est une prostituée au début. La, voilà, Marie-Madeleine, c'est aussi une prostituée. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, on n'arrive pas à séparer la prostituée de la mère de famille, puisque Marie-Madeleine, c'est une prostituée, et le Christ, en fait, voudrait s'installer avec elle et avoir des enfants avec elle, donc que ce soit une mère de famille. Voilà, Dans Casino, tu l'as dit, c'est une prostituée, Sharon Stone, mais Robert De Niro se voit bien s'installer avec elle et peut-être faire une famille avec elle. Tu vois ce que je veux dire? voilà. C'est-à-dire que Scorsese, en fait, n'arrive pas à dissocier ces deux femmes dont parle Harvey Keitel. Ouais, voilà, c'est un peu ça dedans. Et donc, du coup, il y a un peu, c'est toujours conflictuel. Je veux dire, voilà, même dans Le Loup de Wall Street, au début, il est avec la femme qui est un peu mère de ses gamins, puis après, il se retrouve avec enfin, la prostituée, la blonde, qui va faire le truc. Il va essayer de faire sa vie avec, mais ça va jamais marcher en fait. Ça peut pas marcher. Le rôle de la mère et de la prostituée peut pas être commun en fait. Donc du coup, il y a un peu ce problème-là chez Scorsese. Il y a un peu, voilà, c'est un peu ce souci-là. D'ailleurs, Oui, ça ne peut, oui, ça ne peut jamais marcher si les deux sont mélangés. Il faut que ça soit la une, ça soit l'autre, quoi. voilà. Voilà. Sinon, ça fait des étincelles, comme Sharon Stone dans Casino, en fait. Et d'ailleurs, bon, bon, un des films sur la femme, c'est Alice n'est plus ici. La femme, elle en a marre de subir en fait son mari qui prend le dessus sur elle, et donc elle décide de devenir libre, quoi. Et donc, Voilà. elle quitte un peu la place de mère de famille. Alors, elle ne devient pas prostituée, hein, mais elle quitte un peu la place de famille, la place de mère de famille. Mais après, elle risque aussi d'autres choses. C'est elle risque de tomber sur des hommes qui resteront pas forcément avec elle, quoi. D'avoir des histoires plus courtes, quoi. Ouais, voilà, oui. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est toujours très conflictuel chez Scorsese. C'est un petit peu, voilà, il y aura jamais une vraie histoire d'amour chez Scorsese en fait. Mis à part dans Bertha Boxcar où vraiment la fille est avec David Carradine, c'est un des seuls moments dans la carrière de Scorsese où la fille qui est un petit peu, qui passe par la prostitution mais qui a quand même une histoire d'amour avec David Carradine et un amour un peu infini. Enfin, voilà, elle n'aimera que lui quoi en fait. Donc, alors après, oui, on pourrait parler de cette image de la femme là dans pas mal de films, hein. On a l'impression des fois qu'il ne sait pas trop quoi faire de la femme. Par exemple, moi, dans Mean Street, je me demande à quoi sert vraiment. C'est la sœur, je crois, de Robert De Niro qui est avec Harvey Keitel. Et en fait, elle a une place étrange dans ce film. On, les gens de la mafia disent tout le temps à Harvey Keitel qu'il doit pas fréquenter une femme comme ça, mais il la fréquente quand même. Mais on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment sa place dans le scénario, qu'il a essayé de la mettre, mais qu'elle ne trouve pas sa place. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que, comme tu disais, que Scorsese a du mal quand même avec la place des femmes. Sauf dans un film, sauf quand c'est consacré à une femme. C'est vrai que parmi les meilleurs films de Scorsese, il y a Alice n'est plus ici ou Bertha Boxcar, c'est consacré à la femme directement. Mais dans les autres films où il essaye de les intégrer, je trouve qu'il n'arrive pas à les intégrer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est toujours un petit peu, ouais, c'est toujours un petit peu problématique. Dans Mean Street, la femme, elle sert limite de pivot pour donner un lien encore plus filial entre De Niro et Catel en fait. Elle sert uniquement à lier encore plus les deux héros. Bon voilà, sinon dans Scorsese, il faut aussi citer aussi le rock'n'roll, parce que énormément de BO de Scorsese c'est à base de sons rock des 70s. Donc voilà, et puis il fera énormément de documentaires aussi sur le rock'n'roll. Voilà, donc ça c'est Voilà. quand même, oui, c'est un côté important de la filmographie. C'est Scorsese et la musique, hein, The Last Waltz par exemple. Et puis bon, on peut citer bien sûr Shine a Light, ça c'est quand même dans les récents sur les Rolling Stones, tout ça. Euh, mais c'est un autre cinéma en fait, on ne peut pas vraiment comparer, hein. C'est un autre Scorsese. Et d'ailleurs,
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être il y a un côté assez intéressant justement. J'ai l'impression parfois que dans les films musicaux de Scorsese, ça souffre moins des défauts qu'il y a dans ces films de fiction. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, parce qu'en fait, enfin, il éprouve un vrai amour pour le rock, pour la musique. Et pareil, pour ces documentaires sur le cinéma, ils sont vraiment très intéressants. Ces documentaires, un peu, ce documentaire sur la famille italienne américaine est super intéressant aussi. Et donc du coup, oui, je pense que dans ces documentaires, c'est là où il peut vraiment se lâcher l'amour qu'il a et essayer de montrer l'amour qu'il a pour un art ou pour un autre en fait. Sachant que voilà, Scorsese a fait énormément aussi voilà, que ce soit le blues ou le rock. Enfin, il a poussé énormément d'artistes. Pour le cinéma, il faut aussi reconnaître il a fait une fondation pour restaurer énormément de films. Donc il travaille énormément pour le cinéma et Hugo Cabret, un des seuls vrais intérêts du film selon moi, c'est le passage sur Méliès. Donc il a vraiment un vrai amour du cinéma et c'est dans ces documentaires on s'en aperçoit le mieux quoi en fait. Oui, c'est en fait le côté du Hugo Cabrel le plus intéressant, c'est en gros quand il nous parle du fait qu'il faut aller se réintéresser à des cinéastes oubliés, quoi. Voilà. Voilà. Et ça, c'est vrai que bon, et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans Voyage dans le cinéma américain ou Voyage dans le cinéma italien. Alors, on pourrait donc conclure sur bah, les films qu'on vous conseille vraiment. C'est vrai que c'est pas la peine trop de vous reparler des films de Leonardo DiCaprio avec Scorsese, puisque c'est les plus récents, c'est les plus connus maintenant pour disons pour les gens qui suivent l'actualité du cinéma. Ensuite, il y a les films célèbres, mythiques de Scorsese comme Les Affranchis, Casino, Taxi Driver. Mais c'est vrai que, par exemple, je pense que, enfin, tu nous diras Pierre après, mais c'est vrai que je pense que l'intérêt de cette émission, c'est peut-être de vous faire retourner voir plutôt des films méconnus, comme on a beaucoup parlé de Bertha Boxcar, mais c'est pour ça. On a beaucoup parlé de Mean Streets, on a beaucoup parlé de Alice n'est plus ici. Voilà, je ne sais pas si tu veux, pareil, insister sur ces films-là, Pierre, mais c'est vrai que c'est quand même ce qui fait l'intérêt de la redécouverte de Scorsese. Après, par-ci par-là, il y a des films qu'on aime. Moi, j'aime voilà, After Hours, aussi Cape Fear, là, les Nerfs à vif. Enfin, il y a des films. D'ailleurs, Les Nerfs à vif, c'est un film cinéphile. On voit bien en fait qu'il y a l'amour du cinéma classique hein, de Scorsese. Quand il fait jouer dedans, en fait, les deux acteurs qui jouaient dans le film original, Gregory Peck et Robert Mitchum, en fait, c'est l'hommage énorme quoi, d'un cinéphile, d'un enfant qui est resté cinéphile. Voilà. Donc, ce que je voulais dire sur ce que je conseillais. Donc, on va finir par toi, Pierre, si tu veux nous conseiller vraiment pour ce que tu voudrais faire redécouvrir aux cinéphiles. Bah oui, moi ce que je voudrais faire redécouvrir au cinéphile ce serait ouais, vraiment les premiers films de sa carrière. Alors bon, à commencer par Bertha Boxcar qui était pour moi c'était voilà, on s'est revu pas mal de Scorsese pour l'émission et donc pour moi c'était la meilleure surprise en fait, je trouve que ça fait partie de ses meilleurs films, tout comme After Hours. Je pense que la première partie est super intéressante à découvrir. Alors je réfléchissais à ça, mais en fait il y a la partie avant Caprio, la partie après Caprio, le style de héros n'est pas le même en fait. Et, euh, et le style Caprio, c'est un retour vers le cinéma un peu plus hollywoodien, dans le sens où le héros est déjà un homme d'exception. Quand c'est Aviator, c'est Howard Hughes. Quand c'est Gang of New York, c'est le fils du pape machin, qui est pas de l'ancien chef des dirigeants. Dans Le Loup de Wall Street, c'est le Loup de Wall Street. C'est pas une personne du commun des mortels qui va essayer de se battre pour aller plus haut, c'est quelqu'un qui est déjà d'exception. Et je pense que la première partie de Scorsese est la plus intéressante dans le sens où c'est celle où ça démarre du Pékin moyen pour aller voilà, vers quelque chose de plus. Alors après, moi je trouve que les films qui ont le moins vieilli, c'est ceux justement qui parlent pas de la mafia. Et After Hours, Alice n'est plus ici, Bertha Boxcar, ça c'est des films qui sont encore excellents, vraiment excellents. Même La Valse des Pantins est encore intéressant. Bon, il vieillit quand même un petit peu, mais il reste intéressant. Voilà, il fait partie des Scorsese un peu longuets. Mais voilà, il faut vraiment redécouvrir cette première partie parce elle était hallucinante en fait. Et c'est vraiment dommage que Scorsese ait perdu ça, selon moi.
Voilà, donc j'espère qu'on vous aura donné envie de vous replonger dans l'œuvre de Scorsese et surtout de redécouvrir le fait que les films du début n'ont pas grand-chose à voir avec les films d'aujourd'hui de Scorsese, même si on vous a un peu parlé des points communs et un peu des fils de conducteurs qu'on arrive encore à trouver. Mais vraiment, c'est presque un autre cinéaste qu'on a aujourd'hui, Scorsese, par rapport à la fin des années 60 et des années 70. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle émission. Voilà, Voilà, et puis donc bientôt normalement, donc une des vidéos qui vont suivre normalement est une analyse de séquence de Taxi Driver, donc voilà, restez connectés, donc on va essayer de la faire incessamment sous peu, mais histoire voilà, de continuer un petit peu à découvrir Scorsese, donc ce sera sur Taxi Driver, une des premières scènes du film. Voilà, je vais peut-être la passer derrière pour que les gens voient au moins où est-ce que ça commence. Et donc voilà, donc bah, il me reste à vous dire au revoir, et puis bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et puis à partager surtout. Et puis voilà. et à poser des questions. Et à poser des questions pour, voilà, pour une prochaine émission. Voilà, merci, au revoir.